Et à moins de 40 jours du premier tour, nous inaugurons dans votre émission le débat intitulé Les grands dossiers 2017. Alors tous les mercredis, un thème, un grand dossier sur cette présidentielle. Et ce soir, au menu, la moralisation de la vie politique. C'est l'un des sujets phares de cette campagne, marquée par le soupçon et les affaires. Alors tous les candidats ont fait de nombreuses propositions. Qu'en est-il et surtout, quel impact sur l'opinion publique? On va en parler avec nos invités ce soir. Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Directeur général adjoint de l'IFOP. Nous accompagne également Anne-Claire Ruel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes professeure de communication politique et fondatrice du board qui est spécialisé en conseil en communication. Face à vous, Rafik Smati, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur, président du mouvement Objectif France et à vos côtés, Xavier Alberti, bonsoir. Bonsoir. Entrepreneur également et fondateur du mouvement La Transition, soutien d'Emmanuel Macron. Alors, madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat, je vous propose de revenir, de nous arrêter sur les différentes propositions des candidats, sur ce volet de la moralisation de la vie politique. Qui propose quoi? On voit tout cela avec Stéphane Amalian. La moralisation politique est sans doute le sujet de cette campagne présidentielle. Et sans surprise, François Fillon présente un programme assez maigre en la matière. Pour le candidat de la droite, les parlementaires doivent pouvoir embaucher des membres de leur famille. Mais suite au Penelope Gate, François Fillon cède du terrain. Les parlementaires devront publier les noms de leurs collaborateurs en cas de lien de parenté. Des mesures timides de la part du candidat qui prévoit également un meilleur contrôle déontologique dans les assemblées sans plus de précision et l'obligation pour les parlementaires de démissionner de la fonction publique. Les autres candidats vont plus loin dans leurs propositions. Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron souhaitent rendre inéligibles les personnes condamnées pour corruption. Benoît Hamon et Emmanuel Macron entendent interdire aux parlementaires toute activité de conseil. Marine Le Pen est plus radicale. Les parlementaires ne devraient exercer aucune activité complémentaire, sauf si une haute autorité constate l'absence de conflit d'intérêts. Sur les frais de gestion des parlementaires, la candidate du FN souhaite supprimer l'indemnité représentative de frais de mandat. Emmanuel Macron souhaite l'englober dans le salaire et la soumettre à l'impôt. Benoît Hamon milite pour un meilleur contrôle des dépenses. Les mesures les plus emblématiques reviennent à Jean-Luc Mélenchon qui souhaite interdire les lobbies au Parlement et donner la possibilité de révoquer un élu par référendum. Alors, on va revenir sur quelques-unes de ces propositions, mais d'abord, on l'a souvent répété, cette campagne est inédite par l'accumulation des affaires, la marque du soupçon, l'épée de Damoclès judiciaire. Frédéric Dabi, dans un tel contexte, on suppose que la demande de transparence, de moralisation de la vie politique, elle fait partie de l'une des revendications des Français dans vos enquêtes? Oui et non, oui, parce que c'est dans l'absolu avec plusieurs affaires passées. L'affaire Cahuzac a été un acte lourd du quinquennat de François Hollande et on a vu exploser la demande de moralisation. La conséquence des affaires, aujourd'hui, il y a le contenu qui choque, qui exacerbe le sentiment de déconnexion entre ce que vivent les Français et le spectacle qu'offre tel ou tel homme et femme politique, mais il y a aussi les faits. Les faits, c'est une frustration terrible dans l'opinion parce qu'on sent que le débat présidentiel est complètement confisqué, cannibalisé par les affaires. On le voit dans notre rolling IFOP fiducial où chaque semaine nous testons les conversations des Français. Je me souviens qu'en 2012, il y avait une vraie diversité de sujets dont les Français parlaient. Là, l'enquête de la semaine dernière, c'est une enquête hebdomadaire, contrairement au rolling qui est quotidien. Les 5 premiers sujets dont les Français ont parlé ont trait de près et de loin aux affaires. Que ce soit Fillon, Macron ou Marine Le Pen. Et puis, cette focalisation sur les affaires donne le sentiment que la campagne n'a pas démarré. Et le cœur de cette frustration chez les Français, c'est qu'elle s'inscrit, et vous le disiez Sonia, en rupture avec les campagnes présidentielles précédentes, qui sont un moment de folklore national, si je puis dire, et ce n'est pas un terme péjoratif, folklore où la France s'arrête, les Français regardent les candidats au fond des yeux, les candidats regardent la France au fond des yeux, comme disait un ancien président, ils se jaugent, il y a des grands débats qui émergent. En 2007, c'était la dette, c'était la valeur travail, en 2012, l'impôt, la répartition des richesses. Là, que peut-on dire de cette campagne? Et la conséquence finale, et on le voit dans notre rolling, aujourd'hui, ce n'est pas prédictif de ce qui se passera le 23 avril prochain, mais 37% des Français nous disent « je ne vais pas aller voter ». Alors, bien sûr, ça ne se terminera sans doute pas comme ça. Les débats télévisés vont sûrement stimuler l'intérêt pour la campagne, qui a d'ailleurs diminué entre février et mars, alors que traditionnellement, au fur et à mesure qu'on avance de l'échéance, la décision est tellement forte, elle est forte également. C'est la décision, mais surtout, c'est l'abstention
qui s'annonce extrêmement forte. Alors, le on va record, détailler c'est cela. 28% le 21 avril 2002. Et quand on voit le sujet que l'on vient de passer, Anne-Claire Ruel, avec les différentes propositions, sans les détailler, est-ce que vous pensez que ça peut être un élément déterminant du vote, cette manière de lutter pour la moralisation de la vie politique? Alors, clairement, non. Clairement non, ça arrive beaucoup trop tard. D'ailleurs, dans la stratégie de communication de François Fillon, ça aurait dû arriver bien plus tôt. On se demande pourquoi ce code de bonne conduite n'est pas sorti tout de suite pour essayer de déminer un peu la situation. Non, je suis complètement d'accord avec Frédéric Dabi, c'est-à-dire que les Français ont sans doute le sentiment qu'on leur confisque la présidentielle. Ça donne une impression en termes de communication qu'il y a une déconnexion des politiques d'avec eux. On ne s'adresse plus à eux, on ne s'adresse pas à eux. Les thématiques qui les intéressent au plus haut point, telles que le chômage, ne sont quasiment pas abordées parce que tout est phagocyté par ces affaires et cette campagne. Et il est grand temps d'aborder cette question, notamment lors du débat du 20 mars. Et je pense qu'il sera déterminant parce que l'opinion va se cristalliser vraiment sur ces derniers jours. Oui, lundi soir, ce débat est très attendu. Ce sera l'occasion d'abord de voir une confrontation, on l'espère, de projets, même si le format est toujours un petit peu corseté. Rafik Smati, déjà, sur ce qu'on a entendu, qu'est-ce que vous pensez de cela, de ce décor posé, les propositions sur la moralisation de la vie politique? Je vais vous dire toutes les propositions qui ont été formulées par tous les candidats que nous avons écoutés. Par-delà tous les clivages partisans, sont des propositions de bon sens. Toutes. Mais pourquoi faut-il attendre que des affaires interviennent dans une campagne électorale pour que ce sujet-là vienne sur le devant de la scène? D'autant plus que ce n'est pas un sujet nouveau. Je suis tombé il y a quelques semaines sur une parodie des Inconnus. Les Inconnus, vous savez, les humoristes, qui date de 1990. Un jeu, une publicité faisant la parodie d'un jeu qui s'appelle J'aurai ta peau, faisant référence aux fausses factures, aux immunités parlementaires, etc. etc. Oui, on a gardé un souvenir. C'est pas un problème nouveau. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est un faux problème tout ça, parce que le nœud, c'est la professionnalisation de la vie politique. C'est le nœud. C'est ce qui fait aujourd'hui que quand la politique devient un métier à vie, eh bien vous êtes contraint de tomber dans les écueils dans lesquels tout le monde tombe aujourd'hui. Une seule réforme permettrait de rafraîchir considérablement la vie démocratique française. Laquelle? Ça serait le non-renouvellement des mandats dans la durée. 2 maximum pour les mandats de parlementaires. Avec ça, en 5 ans, vous rajeunissez significativement le paysage politique français et toutes les problématiques de conflits d'intérêts et autres disparaîtraient quasiment d'un seul coup. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir ce soir à la fois Rafik Smati et Xavier Alberti, même si vous êtes engagé, j'allais dire, et donc forcément vous allez défendre les propositions d'Emmanuel Macron, c'est que vous avez quand même un regard plus distancié sur ce que l'on appelle entre guillemets la moralisation de la vie politique. Vous-même, Xavier Alberti, avant de rejoindre Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous pensiez de ce sujet-là? Je pensais exactement ce que vient de dire Rafik Smati, et on a partagé avec Rafik un certain nombre de combats sur ce sujet-là, et effectivement la première mesure, c'est celle du renouvellement. Ce qui amène à l'affairisme, c'est le fait de pouvoir rester aussi longtemps dans des systèmes politiques comme ceux qui sont construits sous la Ve ou sous n'importe quelle autre république, parce que ça a touché toutes les républiques. Donc le vrai sujet, c'est celui du renouvellement. Par ce que vient de dire Rafik, c'est-à-dire le fait de contraindre dans le temps le nombre de renouvellements, et je note que Emmanuel Macron là-dessus propose non pas 2 mais 3 mandats maximum, et aussi l'entrée dans la carrière. Et ce que propose là-dessus Emmanuel Macron est très intéressant, c'est que sur les 577 candidats aux législatives qui seront investis par En Marche, la moitié ne viendront pas de la sphère politique. La moitié ne viendront pas de la sphère politique. Sur ces 2 propositions, Frédéric Dabi, est-ce que ces propositions, vraiment, elles peuvent avoir un impact aujourd'hui dans l'opinion publique? Et on le voit d'ailleurs, on voit que les électeurs, suivant leur tendance ou leur bord politique, ne réagissent pas de la même manière à ce sujet et ne réagissent pas de la même manière aux affaires de manière générale. Je pense que la question du non-renouvellement, pas plus de 2 mandats, peut susciter de l'intérêt, de la sympathie, mais je pense que ça aura sans doute un impact beaucoup moins fort que le non-cumul des mandats, que la gauche avait proposé et voté en 2012 et qui a été un vrai levier chez les sympathisants de gauche et surtout sur les militants socialistes. Maintenant, si je défendais l'opposition à votre mesure, il reste quand même, il ne faut pas oublier, le suffrage universel qui peut mettre fin à tel ou tel député ou tel maire faisant 2, 3, 4 mandats et on a vu des carrières s'arrêter. On a vu aussi, à contrario, des personnalités politiques fortement touchées par des affaires et réélues triomphalement, je pense à quelques personnalités, lors des municipales de 2014. Ce sont des propositions intéressantes, mais comme l'a dit Anne-Claire Ruel, ce n'est pas aujourd'hui le cœur, puisque justement là où le bas blesse, c'est que ce débat autour des affaires arrive
trop tard. Et la solution, ce n'est pas sur le court terme et dans la perspective d'un premier tour qui a lieu dans 39 jours, la moralisation de la vie politique, mais de passer à autre chose et de débattre. On va parler des de cette préoccupations autre des chose. Français. Mais d'abord, je vais répondre sur le fait qu'on réalise toujours les mêmes, Malgré exprès pour vous contredire, malgré leur vicissitude. Mais le sujet, c'est que l'accès à la carrière politique ne peut pas se faire. C'est-à-dire que le système est ainsi fait qu'il est totalement contrôlé par les grands partis. J'ai envie de dire, il était totalement contrôlé par les grands partis de gouvernement, qui bloquait l'entrée dans la sphère politique. Pour pouvoir être élu député, il faut une investiture. Il faut avoir les moyens, il faut avoir le temps. Rafik et moi, nous sommes entrepreneurs, chefs d'entreprise. On n'a pas tout à fait le même temps que lorsqu'on est haut fonctionnaire, en disponibilité de sa fonction, qu'on peut y retourner quand on veut, et que du coup, on va de cabinet ministériel en parti politique, qu'on a toujours l'investiture au bon endroit, qu'on peut être élu, réélu, etc. Donc le sujet, c'est vraiment celui du renouvellement. Peut-être ce qui va vous arriver, puisque vous êtes engagé auprès d'Emmanuel Macron et l'un des scénarios s'il gagne, peut-être que vous deviendrez un professionnel de la politique. Non, pourquoi ? Qu'est-ce qui nous garantit que vous ne le serez pas si vous êtes engagé auprès de lui ? Parce que je milite et que Emmanuel Macron milite pour le fait que les mandats soient limités dans le temps et que on puisse y rentrer, mais qu'on puisse y sortir, parce que la politique n'est pas un métier. La politique, c'est un engagement. C'est la question du mandat. Là, on l'a vu pour l'affaire Fillon et d'autres, c'est une question également, Rafik Maty, de comportement, finalement. Comportement, alors là, des responsables politiques sous la lumière. Est-ce que ce n'est pas là, j'allais dire presque une question qui est ancrée dans le milieu politique et peut-être dans d'autres milieux, etc., qu'une question de mandat, de renouvellement? C'est lié. Mais c'est lié parce que, encore une fois, quand la politique est votre métier à vie, vous en oubliez la réalité de la vie. Je pourrais citer des exemples à gauche ou à droite. Il y en a un qui me passe à l'esprit, c'est Emmanuel Macron qui se rend à Châlons en Champagne et il dit « j'ai voulu venir ici pour voir des vrais gens ». Bon, je pourrais dire exactement la même chose de quasiment tous les candidats à l'élection présidentielle. La réalité, c'est que quand vous êtes justement dans cette sphère politique ou aux fonctionnaires, eh bien, au fur et à mesure que le temps passe, vous perdez pied à la réalité de la France, pas de la vraie France, de la France simplement. Et donc, la question du non-renouvellement des mandats et de la non-professionnalisation à vie de la vie politique, elle est essentielle pour les élus de la nation. Parce que je vais mettre quand même une nuance entre un mandat de député et de sénateur et un mandat de maire. Parce qu'un maire, quelque part, c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur territorial. Il est sur des projets de long terme. Construire une médiathèque ou une piscine, ça ne se fait pas en 5 ans. C'est des projets qui durent 15 ans. Et donc, l'idée et d'autant plus, il y a une vraie crise des vocations, et dans un très grand nombre de villages de France, il n'arrive pas à se trouver de maire. Donc, un maire d'un petit village puisse rester maire pendant 25 ans, ce n'est pas un problème. Et d'ailleurs, eux ne sont pas pervertis par ce système. En revanche, les élus de la nation, au Sénat et à l'Assemblée nationale, ne peuvent plus être députés ou sénateurs pendant 25 ans. C'est pour ça qu'il y a encore jusqu'à maintenant un attachement qui est fort, qui reste solide vis-à-vis de l'échelon du maire. Anne-Claire Ruel, et aussi pour prolonger ce que vous dites, le risque c'est quoi? Tout à l'heure, Frédéric Dabi a parlé de l'abstention. Est-ce que ça ne va pas aller plus loin? Un risque de dégoût? C'est ça le sentiment profond qui peut être aussi provoqué, en particulier chez les jeunes, pour cette élection? Alors, l'abstention, moi je pense que c'est une donne qui est fondamentale. On va voir ce que ça va donner, mais effectivement, on risque un très fort taux d'abstention. Les jeunes, évidemment, je pense que les jeunes savent très bien que finalement les choses passent ailleurs qu'en politique, c'est s'organiser justement au local pour porter des projets. Si je veux résumer, en fait, je pense que les Français sont très attachés à la politique au sens général, ont une détestation des comportements des politiques professionnels, justement. On est tous d'accord sur l'idée du renouvellement de la classe politique. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est acté. En revanche, dans la campagne, là, c'est un vrai problème parce que ça empêche justement de parler des vrais sujets et des vraies thématiques qui intéressent les Français. Alors là, le thème de notre débat, c'est moralisation de la vie politique. Vous avez beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Frédéric Dabi, c'est Stéphane Bobin qui vous dit, là, il dit pas moralisation de la vie politique, il dit opération main propre. Ça va plus loin, il dit la France n'échappera pas à une telle opération. Ça nous fait réfléchir à d'autres pays, notamment l'Italie, si on veut combler le fossé entre citoyens et politiques. Ça, c'est une réaction, je vous la cite, mais qui est radicale, qui est vive. Elle est radicale. Elle a été aussi utilisée dans le champ politique par le Front National. Jean-Marie Le Pen avait ce slogan tête haute, main propre. Alors, c'est vrai que il y a, je dirais pas que... Ça s'applique à tous, alors, si on porte le slogan. Malgré les affaires... il n'y a pas aujourd'hui chez les Français une attente de coup de balai. Il y a eu un dégagisme, si je puis dire, des principaux sortants, mais c'était pas parce qu'ils étaient corrompus. François Hollande, par exemple, a eu
pendant tout le mandat une image d'honnêteté. Il n'y a jamais eu de propos dans nos enquêtes qualitatives sur des comportements, si je puis dire, amoraux ou en décalage avec ce qu'attendaient les Français. Là où il a péché, si je puis dire, c'est sur l'absence de résultats. Le discours tous pourris en France existe, mais il n'est pas majeur et il est moins fortement mobilisé que le tous impuissant face à la crise, le tous incapable de faire baisser le chômage. Et c'est là aussi que l'attente de renouvellement se fait. Et je veux rebondir sur ce que vous avez dit qui est très très intéressant. Il y a quand même un renouvellement de la classe politique, mais il ne s'est pas fait à l'échelle parlementaire, il s'est fait à l'échelle municipale, sans attendre les propositions d'Emmanuel Macron. En 2014, il y avait des endroits où les hiérarques de droite pensaient que telle ou telle ville était absolument imprenable, que la gauche était là depuis trop longtemps, je pense à la moitié ouest. Ils ont envoyé... Ils ont pris d'assaut des bastions. Oui, des bastions, et puis des hommes et des femmes politiques très jeunes, de moins de 30 ans. Ça s'est fait aussi au Front National, il faut le dire. Ça s'est fait aussi chez, même un peu moins, au Parti Socialiste. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de renouvellement. Voilà, il y a un renouvellement, mais il est plus difficilement visible sur le scrutin parlementaire, même si, par exemple, du côté des Républicains, parce qu'ils ont moins de sortants, il y a beaucoup de candidats jeunes. En tout cas, la moyenne d'âge des candidats et leur parcours est moins atypique que lors des élections précédentes. Parce que les municipales sont le scrutin le plus ouvert, le plus accessible, celui où finalement il y a 36 000 communes dans ce pays, donc forcément 36 000 élections. Donc c'est celui qui offre le plus de possibilités d'ouverture. Dès qu'on se retrouve sur des scrutins nationaux, à commencer par le plus grand, on revient dans un système qui est complètement Vous qui soutenez Emmanuel Macron, là pour le coup c'est un exemple de renouvellement, de renouveau assez inédit, voilà. Courageux, pour un scrutin. Non, pas du tout, pas du tout. Ça c'est vous. Ce sont vos propos. Je le dis parce qu'on vient de parler. On vient de parler de la haute fonction publique. Il a démissionné de la haute fonction publique. Il était ministre de l'économie à 38 ans. C'est pas si mal que ça. Il a démissionné de Bercy. Il a monté son mouvement de zéro pour l'amener là où il est, et il s'est présenté à la présidentielle. C'est quand même pas mal. Il aurait pu s'éviter tous ces soucis-là, mais il l'a fait. Donc il y a du courage aussi. C'est de bonne guerre, mais c'est un tableau qui est un petit peu arrangé par Xavier. C'est vrai que Emmanuel Macron... C'est des faits, ce que je viens de dire. Il a démissionné de la haute fonction publique. Emmanuel Macron a démissionné de la fonction publique quelques jours, quelques semaines avant de se présenter à l'élection présidentielle. Que je sache, quand il est allé... Après 36 mois de vie politique, pas 36 ans de vie politique. Laissez-moi argumenter et dérouler. J'observe simplement que lui, qui est un adepte de la prise de risque, lorsqu'il est parti faire sa prise de risque dans le privé, il n'a pas démissionné de la fonction publique. Non, il l'a fait en s'engageant en politique. Mais d'autres l'ont fait. Il n'était pas obligé. Fleur Pellerin, par exemple, qui est allée travailler dans un fonds d'investissement, a démissionné de la fonction publique. D'autres, tels que Bruno Le Maire ou Nathalie Kosciusko-Morizet, l'ont fait bien en amont. Bien en amont. Après 20 ans de vie politique. Mais ils l'ont fait. Après 20 ans de vie politique. Mais bien en amont. Emmanuel Macron l'a fait après 24 mois de vie politique. Mais Emmanuel Macron l'a fait précisément. Sa prise de risque, reconnaissez-le, elle a été assez limitée. La vraie prise de risque d'Emmanuel Macron aurait été de démissionner de la fonction publique lorsqu'il a décidé d'aller faire, et c'est son droit, une expérience dans le privé. En tous les cas, messieurs, là, vous êtes d'accord pour dire que Anne-Claire, on a compris, la transparence, évidemment, elle est indispensable à la démocratie. Je vais vous lire l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme. C'est écrit, et du citoyen, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Mais la question qu'on a envie de vous poser, c'est jusqu'où ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est normal, la transparence, rendre des comptes, déclarer son patrimoine, déclarer ses intérêts, la transparence de revenus, d'accord, mais jusqu'où ? Est-ce que vous avez une limite ? Là, ce qui est intéressant à étudier, c'est un cas de communication avec cet objet de communication non identifié qui est Emmanuel Macron, justement. Il est effectivement plongé au cœur d'une affaire concernant son patrimoine, etc. Il n'y a pas d'affaire concernant son patrimoine. La communication Anticorps a saisi la Haute Autorité de la Transparence pour qui a déjà examiné son patrimoine à 2 reprises, une fois qu'on est devenu ministre de l'économie, une fois quand il est en termes de communication, ce qui est très intéressant, c'est de voir que tout de suite il a pris la parole. Donc évidemment le no comment, sinon vous êtes coupable, donc il faut prendre la parole dans un temps très rapide pour déminer encore une fois la situation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il donne peu de détails pour ne pas feuilletonner cette histoire et qu'il axe le fait d'être le plus transparent justement sur la question. Et point barre, quoi. Donc on essaie de cantonner ça. Ça dépend, parce que le feuilletonnage
entre guillemets, excusez-moi de reprendre ce terme qui n'est pas très bon, ne dépend pas que du candidat, justement. Oui. Là, on l'a vu vraiment avec François Fillon, mais je fais énormément de différence, ça ne dépend pas parfois du candidat, ça dépend de... Mais lui, la stratégie, c'est justement de ne pas trop donner de détails, de ne pas trop communiquer. Mais c'est un cas de communication. Frédéric Dabi, sur cette demande de transparence, jusqu'où? Oui, c'est vrai qu'elle est très très forte. Je le répète, elle est quand même inférieure que l'attente de résultats, l'attente de savoir quelle va être l'offre programmatique des différents candidats. Et j'ai un cas aussi sur Emmanuel Macron. Rappelons-nous... Décidément. Il passionne. C'est un sujet de passion. Il est pour l'instant... C'est normal. On n'avait jamais vu un candidat inconnu il y a à peine 3 ans être en situation d'être au second tour. Il ne l'est pas encore. Il y a encore beaucoup qui peuvent se passer. Mais j'avais travaillé sur son image au mois de mai dernier, lorsqu'il avait été touché par, non pas des affaires, mais des polémiques sur son comportement, l'affaire du costard, son ISF qu'il n'aurait pas payé, enfin il y avait eu une polémique là-dessus, et j'avais interrogé les Français derrière, non pas dans le cadre d'une enquête quantitative, mais dans le cadre d'une enquête qualitative où on leur demandait pourquoi ils avaient une bonne opinion d'Emmanuel Macron. Et ce qui m'avait frappé, l'affaire du costard, et c'était vraiment à chaud, c'était à peine 2 jours après, l'affaire du costard, l'affaire une réponse à un individu, oui, voilà. Parce que costume, costard... c'était ce qu'il avait dit à un manifestant syndicaliste. L'affaire du costume, tu vas t'acheter un costume, je ne sais pas ce qu'il avait dit exactement, sortait de manière archi marginal, ce qui était massif dans le mécontentement vis-à-vis d'Emmanuel Macron, qui à ce moment-là avait connu un petit dégât, un petit trou d'air d'opinion, c'était la loi travail, c'était le sentiment qu'il était l'instigateur d'une mesure qui était vue comme une mesure antisociale et une mesure qui n'était pas une mesure de gauche. Donc il faut quand même que les Français, limiter, je dirais, l'impact de telle ou telle révélation. L'opinion ne digère pas tout de suite et parfois ne digère pas du tout ce type d'affaires. Attendez, juste ce qui explique aussi que le noyau dur de François Fillon, on l'a souvent dit ici sur ce plateau, Frédéric Dabi, il est encore solide, il se maintient. C'est vrai que ce n'est qu'un noyau dur, que pour gagner la présidentielle, il faut rassembler, mais est-ce que ça peut expliquer cela, justement? Sur la transparence, il y a un devoir de transparence qui est aujourd'hui absolu. Le rapport au pouvoir est en train de changer. Jusqu'à il y a très peu de temps, la France était encore dans une logique monarchique du pouvoir, c'est-à-dire que celui qui incarnait les responsabilités du pays ou de la région était investi d'une mission supérieure et était quelque part, d'ailleurs on appelle encore ça un chef d'État. Je pense que tout ça est en train de se renverser, cette verticalité s'inverse. Le chef de l'État doit être le plus grand serviteur de l'État, doit être au service de ses citoyens. Ce n'est pas une banalité que mais c'est intéressant ce que vous dites, c'est pas une nouvelle, je vais dire constitution, c'est pas une autre république. On est toujours dans la 5e, mais presque. Mais la 5e République, fondamentalement, dès l'instant où on rajoute ce que nous avons dit tout à l'heure sur le non-renouvellement des mandats dans la durée, est une République qui offre tous les outils qui permettent de diriger et de gouverner un pays tel que la France. Mais ensuite, il faut être investi par une mission. La politique, la vraie politique, pas celle que nous regardons dans les 20 heures des grandes chaînes de télévision, c'est un sacerdoce, c'est un engagement sur le terrain. Nous parlions tout à l'heure des maires ruraux. Je peux vous dire que quand vous êtes un maire rural, plus souvent retraité, que vous ne gagnez quasiment rien sur votre mandat de maire, que vous n'avez pas de personnel en mairie, que vous avez sur vous tout le poids de l'administration qui vous tombe dessus et que vous continuez à le faire et que vous vous battez pour vos administrés, voilà ce que j'appelle être le serviteur des personnes qui vous portent aux responsabilités. Je pense que c'est un vrai sujet sur lequel on va se retrouver, et y compris sur ce qu'a dit Frédéric tout à l'heure, sur le fait que le désir de transparence, d'abord il est légitime, et quand on rentre en politique, je pense qu'il faut accepter de répondre favorablement à ça. Et il est pour soi, et pour tout le monde, Et il est proportionnel, je pense, dans son inflation actuelle, à la défaillance en termes de gestion et d'engagement des hommes politiques. Et le vrai sujet, pour revenir sur l'histoire du renouvellement et sur le sujet du renouvellement, c'est que quand on renouvellera l'engagement politique, la forme de l'engagement politique et les hommes et les femmes qui font de la politique, on renouvellera aussi les solutions. On renouvellera aussi les idées. Et vous considérez comme aussi les logiciels. deux possibilités de renouvellement, hein? Vous êtes engagé, Rafik Smati, vous ne l'êtes pas? Écoutez, Xavier a fondé un mouvement qui s'appelle La Transition, j'ai fondé un mouvement qui s'appelle Objectif France. Nous sommes des acteurs engagés du renouveau politique sur des positionnements et des idées qui sont parfois convergentes sur les institutions, parfois divergentes sur d'autres aspects, notamment sociétaux. Mais c'est ça faire de la politique, c'est affronter des idées. Et d'ailleurs, l'affrontement des idées, c'est bien ce qui manque aujourd'hui. Mais c'est bien ce qui manque. Et si nous sommes à 37% d'abstention aujourd'hui, c'est que les Français
ne se reconnaissent plus dans cette campagne sans idée. Et les étrangers ne se reconnaissent pas non plus dans notre campagne présidentielle française parce que pour beaucoup de nos amis européens, eh bien, le contexte de la présidentielle française surprend, c'est le moins que l'on puisse dire. Au-delà de nos frontières, les affaires du monde politique sont souvent très sévèrement condamnées, notamment vues de Suède. On va en parler dans quelques instants et on voit les détails avec Cécile Sixou. Dans ce pays, un scandale comme celui de l'affaire Fillon est inimaginable. En Suède, tout est transparent et on ne plaisante pas avec l'argent public. Cette ministre Mona Sahlin a été obligée de démissionner en 1995 pour avoir dépensé 1 000 € avec sa carte professionnelle. Ici donc, les règles sont claires. Impossible par exemple d'embaucher un membre de sa famille, même si ce n'est pas interdit. C'est mal vu. Les élus doivent également déclarer chaque centime engagé. Enfin, les représentants n'ont pas, comme en France, des enveloppes spéciales pour les frais de représentation. L'autre aspect, c'est le contrôle des dépenses. Les citoyens peuvent consulter les notes de frais de leurs élus, comme les associations de contribuables. En Suède, quand on est élu, on ne bénéficie pas non plus de privilèges. Les ministres vivent dans leurs propres appartements, déjeunent à la cantine et voyagent en classe éco. Leur comportement aussi doit être exemplaire. Cette jeune ministre, par exemple, a dû démissionner de son poste après avoir été contrôlée en état d'ébriété. Alors, je vous voyais regarder puis sourire. Est-ce que pour vous, Anne-Claire Ruel, c'est le modèle suédois à suivre? Alors l'extrême transparence, bon, je pense que c'est pas un modèle vers lequel tendre. En revanche, c'est vrai que c'est quand même souhaitable, quoi. C'est-à-dire qu'au moins il y a une forme de déontologie, d'éthique en politique qui est remarquable. Pourquoi est-ce qu'on est regardé aussi un petit peu partout de manière un peu étrange? Parce qu'on est un pays latin, évidemment, que ça dénote. C'est complètement différent de la communication, évidemment aussi des Anglo-Saxons, des Scandinaves. Et puis pourquoi est-ce que cette affaire, enfin nos affaires ont pris des proportions phénoménales à l'étranger? C'est aussi dû, notamment dans le cas de l'affaire Fillon, à Pénélope Fillon, qui est galloise, et donc forcément ça a été aussi relayé comme ça à l'étranger énormément. On est à l'ère de la timeline, on est à l'ère de la superposition des informations, et donc ça fait une caisse de résonance phénoménale. Bien sûr, et mondiale. Et Frédéric Dabi, par rapport, je reviens au cœur de notre débat, par rapport à l'opinion publique, par rapport aux Français, je fais faire attention à ma question parce qu'il y aurait une sensibilité moins forte chez les Français, chez les électeurs, aux affaires que dans d'autres pays, notamment en Suède. Ou alors pas du tout, en fait. Parce que semble-t-il, quand on regarde certains c'est vrai que là, électorats particuliers, c'est le cas. Oui, là, on a vraiment des choses extrêmement différentes. C'est vrai que quand on regarde les mœurs en Suède, qui paraissent tout à fait normaux, on est franchement à des années-lumière, puisqu'il y a des actes qui ne sont pas délictueux, mais qui apparaissent choquants du point de vue du comportement. Pour autant, les Français comme les Suédois sont sur une logique d'attente d'exemplarité. Des hommes et des femmes politiques demandent aux Français des efforts, adoptent un discours churchillien ou doloriste. C'est vrai que les Français sont toujours à dire nous sommes prêts à faire des efforts, mais d'une part que les dirigeants soient exemplaires et de l'autre qui donnent l'exemple en premier. Il y a une attente de réciprocité et ce type de mécanique, c'est ce qui peut marcher sur telle ou telle réforme et je dirais frapper en plein vol si le dirigeant qui va demander ces efforts n'apparaît pas, lui, irréprochable. Ce qui est vrai aussi, c'est que pendant longtemps, la connaissait une croissance très forte, les 30 glorieuses, et c'est vrai que les Français n'étaient pas dans une logique de soulever le capot de la voiture pour voir ce qui se passait. Maintenant, les temps ont tellement changé que l'opinion publique ne laisse rien passer. Soulever le capot, faut-il aller jusqu'à démonter la voiture? Est-ce que le modèle suédois est un modèle qui vous séduit, Rafik Smati? La France n'est pas un pays nordique, ne nous voilons pas la face. Et j'ai envie de mettre une nuance entre deux choses. Entre l'intégrité, qui doit être une vertu cardinale et non négociable. Et de ce point de vue-là, chaque sortie de route doit être sanctionnée. Avec, d'un autre côté, ce qui relève de l'apparat du pouvoir. Et ça, c'est différent, parce qu'il n'y a pas d'apparat de pouvoir en Suède, il y en a en France. Est-ce que l'apparat du pouvoir en France est forcément une mauvaise chose? Je ne le crois pas, parce que cet apparat du pouvoir, il nous raccroche à une histoire. Quand vous dites apparat, c'est une forme de monarchie républicaine. Non, regardez, une sacralisation. Oui, une sacralisation. Une certaine sacralisation, mais qui est liée au poids de nos institutions et au poids de 1500 ans d'histoire de France, que de fait, un politique et un peuple
doivent incarner. Mais c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'en fait, un candidat est une forme de héros qu'on suit dans ses aventures, avec ses soutiens, avec aussi ses obstacles, les obstacles qu'il doit affronter. C'est un peu tout le discours de François Fillon en disant « je suis un homme balafré, qui vient face à vous, etc. » Donc ça, c'est un peu le candidat profane en campagne. Et il y a le moment de sacralisation de la soirée électorale, et il bascule, une fois qu'il est élu, dans une autre forme plutôt sacrée. Et c'est ce hiatus entre sacré et profane qu'on n'arrive pas très bien à gérer en termes de communication. Et je rejoins Frédéric Dabi, c'est quand il y a une telle incohérence entre la posture, ce qu'on donne à voir et qui l'on est vraiment, que là se forme vraiment une distorsion avec le grand public, et c'est là que ça... Beaucoup de choses intéressantes dans vos arguments. Je note aussi le poids de l'histoire, de notre histoire française. Xavier Alberti, est-ce que ça compte aussi? Ça montre la différence avec d'autres pays, notamment avec les pays scandinaves? Charles de Gaulle disait de la Ve République, c'était une forme de monarchie populaire. Et il n'avait pas tort. C'est pas parce qu'on a une histoire qu'on doit être catatonique. C'est-à-dire que je crois que ce qui nous sépare de la Suède, c'est pas seulement le fait que nous soyons des Latins et eux des Scandinaves, c'est aussi que on manque de maturité sur ce sujet-là. Je rejoins ce qui a été dit par Frédéric Dabi sur le fait que le peuple a abandonné sa souveraineté et la façon dont était exercé le pouvoir, en particulier pendant les 30 Glorieuses, et il s'en est réemparé petit à petit parce que ça ne fonctionnait plus et qui demandait des comptes, et que on a été très excessif dans le fait d'abandonner notre souveraineté, et on est en train de devenir effectivement très excessif dans le fait de vouloir la récupérer n'importe comment. Et donc toute transgression devient effectivement quelque chose d'insupportable pour l'opinion publique. Pardon pour cette caricature en tant que telle. Mais je crois qu'au bout de ce processus-là, de ce chemin-là, il y a un équilibre et il y a une maturité qu'il faut qu'on arrive à atteindre. Ça, c'est une phrase, au bout du chemin, il y a l'équilibre. Oui, au bout de ce chemin. En grec, méthode se dit cheminement. Donc, en l'occurrence, on est en train de suivre un chemin. Il est chaotique, peut-être, mais je pense qu'on va vers une forme d'équilibre. Et vous êtes où on va retrouver de l'horizontalité, on va retrouver effectivement quelque chose de beaucoup plus horizontal et de beaucoup moins vertical, parce qu'il y a un changement de paradigme de ce point de vue-là. Et je crois aussi que le peuple est en train de se emparer d'un certain nombre de ses pouvoirs et de ses prérogatives. Ça, c'est une bonne chose. Mais entre l'horizontalité et la verticalité, il y a quand même quelque chose de concret. C'est aussi notre image. Et là, c'est vraiment, Frédéric Dabi, notre influence dans le monde. Avec le spectre des affaires. Moi, on n'est pas en train de juger quelle affaire va être jugée, qu'est-ce que ça va donner. Il y a quand même un climat qui est là, qui est déroutant, qui est inquiétant. Le poids, l'image de la France est aussi celle de nos politiques aujourd'hui. Est-ce que les Français, dans les enquêtes, s'en plaignent? Est-ce qu'ils ont peur de l'image qu'on projette à l'extérieur? Clairement non. D'autant plus fortement au moment d'une élection présidentielle qui, comme je disais tout à l'heure, est un moment particulier où la mondialisation s'arrête, où les contraintes mondiales s'arrêtent, où l'Europe presque s'arrête, même si on parle plus de questions européennes par rapport à des présidentielles précédentes, parce que c'est un moment de folklore national où les Français vont débattre des grands sujets et se projeter dans un avenir. Et la frustration et cette campagne si étrange où l'impensable côtoie souvent le jamais vu, vient justement que depuis le début de la campagne, ce grand débat n'a pas encore eu lieu. Ce qui est intéressant, c'est de regarder à l'échelle mondiale justement ce qui se passe. Il y a une montée du populisme et on voit justement que Marine Le Pen est en train de changer aussi sur la question. Elle est passée d'une France apaisée à au nom du peuple. Donc on voit que le populisme revient en scène. Elle évoque tout le temps le Brexit. Donc ça, c'est plutôt... elle s'inscrit dans une donne mondiale aussi. Et c'est peut-être ça le risque. C'est une forme de frustration exactement qui génère cela. Et on verra juste une dernière question. Lundi, ce sera un moment quand même important, un moment politique. D'ailleurs, vous pourrez suivre juste après ce grand débat sur TF1 une édition spéciale évidemment sur Public Sénat pour aller plus loin. Un moment inédit, Rafik Smati, confrontation des candidats, des projets. À votre avis, si vous deviez dire qui est le plus à craindre, à perdre, qui peut rafler la mise? Bon, moi, je ne suis pas un politologue, donc je ne suis pas là pour distribuer, a fortiori par anticipation, les bons points et les mauvais points. En revanche, je voudrais dire qu'il y a quelque chose qui me choque profondément dans ce débat organisé par TF1. C'est le fait qu'il n'y ait que 5 candidats qui aient été invités. Parce que il y a une élection présidentielle où vous avez un certain nombre de barrières à l'entrée pour pouvoir vous présenter, qui sont compliquées. Réunir les 500 parrainages, c'est compliqué. S'il y a 10 candidats cette année à l'élection présidentielle, c'est déjà énorme. Et dans l'esprit des institutions de la Ve République, l'idée consistait à dire qu'en effet, tout le monde ne peut pas
se présenter à une élection présidentielle, et c'est bien normal. Il y a des conditions à respecter pour pouvoir y prétendre, mais une fois que les conditions sont remplies, tout le monde est à égalité. Et là, le fait que certains candidats n'y soient pas, et aucun des candidats qui sont écartés ont mon soutien, je le précise, mais pourtant... vous parlez d'un point de vue démocratique. D'un point de vue démocratique, il est extrêmement choquant rejoindre Rafik Smati sur ce sujet. Il est extrêmement choquant qu'une rédaction de télévision ait fait elle-même son casting. Oula, c'est ça a l'air... compliqué. Non, mais c'est compliqué comme sujet parce qu'il y a une autre dimension. Et une autre dimension, c'est sur une phrase que vous avez prononcée, c'est que quelqu'un puisse remporter la mise au cours d'un débat télévisé sur quelque chose. Ouais, c'est ça, moi, que je trouve dangereux. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui ressemble à on va jouer l'élection présidentielle peut-être sur 2 débats télévisés au premier tour, parce qu'on sait l'impact de ce premier tour. Et il y a quelque chose, moi, là-dedans, qui me dérange, qui est 5 candidats, même si je comprends parfaitement le point de vue que défend Rafik Smati, ou qu'il y en ait 10. De toute façon, il y a quelque chose là-dedans qui est dangereux, parce que celui qui est capable de rafler la mise sur 2 émissions de télé n'est pas forcément le meilleur président de la République. Et attention à une campagne qui est très médiatique. Une campagne doit toujours être sur le terrain, à la rencontre des Français, bien sûr. Merci beaucoup pour ce débat et cette confrontation d'idées. Merci à vous. Et la suite de votre émission, dans quelques instants, on va parler de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la situation aux Pays-Bas. On l'a appris tout à l'heure. L'élection a été remportée par les libéraux, mais les thèmes du leader populiste Geert Wilders sont vraiment marqué le paysage néerlandais et bien au-delà en Europe, on va le voir. Pour en parler de cette situation, c'est le match des idées dans quelques instants qui va opposer Erwan Lenohan, consultant, professeur, à Guillaume Clossat, fondateur du think tank Europe Nova. Et c'est dans quelques instants.